J'espère que ça ne sera pas trop redondant pour vous. Je sais qu'il y a de nombreux médecins parmi vous, que ça vous sera malgré tout utile d'avoir des généralités sur le cancer sur le cancer d'une façon générale en Martinique, cancer de la prostate en particulier. Sur la prostate, une petite présentation aussi sur la prostate et les mécanismes du cancer. C'était aussi surtout pour moi parce que la prostate, je sais en gros ce que c'est, mais je savais pas trop dans les détails de quoi est constituée cette glande, comment elle est formée, comment elle est régulée. Ensuite, sur le mode d'action du chlordécone, vous en avez déjà entendu parler par Josiane et les autres intervenants ce matin. J'ai aussi préparé quelques diapos sur les facteurs de risque du cancer de la prostate parce que c'est important quand on essaye de décortiquer les causes du cancer et la responsabilité du chlordécone dans le cancer. C'est important de considérer d'autres facteurs. Monsieur Edouard l'a mentionné, l'obésité, le surpoids, d'autres maladies, le diabète, et voir comment tous ces facteurs peuvent interagir en plus de l'exposition au chlordécone pour donner lieu à des cancers. Je passerai en revue les études Carioprostat 1 et 2, d'autres études, une étude très récente qui a été publiée cette année, et puis quelques conclusions. Et entre tout ça, je vais aussi parler un tout petit peu de la génétique et l'épigénétique, mais j'y reviendrai un tout petit peu plus en détail dans ma deuxième intervention cet après-midi. Les diapositives sont un petit peu coupées au-dessus. Je ne sais pas si vous pouvez régler ça. Donc, pour assembler toutes ces informations, j'ai utilisé différents documents, des documents officiels qui sont. J'ai essayé de prendre les documents les plus récents qui ont été publiés l'année dernière. Ils comprennent le rapport du Réseau français des registres des cancers. C'est un rapport global qui a été établi par Francim, le service de biostatistique et bioinformatique des Hospices civils de Lyon, Santé publique France et l'Institut national du cancer. Donc, je vous ai mis ici le lien, si ça vous intéresse. Et pour ceux d'entre vous que ça intéresse, j'ai téléchargé tous les PDF. Je peux mettre ces PDF à disposition. Et dans ma présentation, quand j'ai utilisé les informations de ces divers rapports, j'indique toujours à quelle page est-ce que vous pouvez trouver le tableau que je montre. Donc, la diapositive au-dessus indiquait que l'incidence et la mortalité du cancer a augmenté régulièrement depuis quelques décennies en France hexagonale, mais également aux Antilles. J'aurais quand même besoin du titre parce que j'ai pas tout en tête. C'est un sujet qui a été discuté dans différentes instances. Et l'Assemblée nationale a eu une réunion l'année dernière qui a été publiée dans ce rapport, qui est un rapport vraiment très utile, qui décrit toutes les interventions, les discussions concernant le cancer en Martinique et l'implication du chlordécone dans les cancers. Donc, une des conclusions que j'ai retenues des intervenants qui étaient, vous pouvez lire le rapport, c'est intéressant de voir les différentes personnes de l'Assemblée et des personnes de l'ARS qui sont intervenues. Mais il y a environ 540 cas de cancer de la prostate par an en Martinique, à peu près le même chiffre, un petit peu plus, 550 en Guadeloupe. Et que selon les estimations de monsieur Luc Multinier, qui est le chercheur qui a conduit les études Carioprostate et qui a travaillé depuis un certain nombre d'années sur la question, il estime qu'il y a 30 ou 40 de ces cas qui sont directement liés au chlordécone. Alors c'est une estimation. Encore une fois, c'est vraiment difficile de faire ce genre d'estimation parce qu'il y a tellement de facteurs qui doivent être pris en compte. On le verra plus tard quand je ferai un petit peu l'analyse des résultats des études Carioprostate. Donc ce compte rendu, je l'ai également disponible pour ceux d'entre vous que ça intéresse. Il explique un tout petit peu de façon assez détaillée aussi comment l'étude Carioprostate a été commissionnée, les résultats et comment l'étude Mediprostate a également eu un début. Il y a une étude pilote et pourquoi elle n'a pas abouti.
Donc, il y a pas mal d'échanges comme ça entre les personnes qui ont participé à la réunion qui éclairent, si vous voulez comprendre pourquoi est-ce que Caro-Prostate, il n'y a pas eu l'équivalent de Caro-Prostate en Martinique, parce que Caro-Prostate, c'était une étude en Guadeloupe. Ce texte, ces échanges donnent des indications sur les raisons exactes du fait que cette étude Midi-Prostate n'a pas vraiment eu lieu encore, avec aussi des aspects financiers qui sont intéressants à considérer. Un deuxième rapport que j'ai utilisé, c'est un rapport du registre général du cancer. Donc, ce registre général du cancer a été établi en 1983 en Martinique, donc déjà un certain nombre d'années, mais seulement en 2008 en Guadeloupe. À la page 13, il y a pas mal d'informations intéressantes sur le cancer de la prostate. Voilà. Ah. Vous pouvez vraiment rien faire pour le titre du diapo? Alors, ce tableau, parce qu'il y a non seulement le titre, mais aussi il y a la référence. Donc, c'est un tableau général que j'ai extrait du rapport de l'Assemblée. Le rapport de l'Assemblée est intéressant parce qu'il donne des statistiques sur l'incidence du cancer et sur la mortalité du cancer, qui sont deux choses complètement différentes. Donc là, j'ai choisi la mortalité, parce qu'au final, c'est quand même les statistiques qui sont le plus directement liées à la santé humaine. Or, cette étude a été l'étude de la mortalité, donc les statistiques sont également disponibles pour l'incidence, a été faite est basée sur des chiffres entre 2007 et 2014 en Guadeloupe, Martinique et Guyane. Également en comparaison avec la France hexagonale, par localisation cancéreuse, c'est-à-dire par type de cancer et par sexe. Donc, voici le tableau pour les hommes. Donc, j'ai remis cette information-là du nombre de cas total de cancer de la prostate par an en Martinique et en Guadeloupe. Donc, globalement, alors sur ce tableau, qui est page 62-63, il me semble, de ce rapport de l'Assemblée, on voit que globalement, donc pour la Martinique, Guyane, Guadeloupe, donc sur ce graphique, là, le trait là indique la moyenne générale sur l'hexagone. Donc si on est sur la partie gauche, ça veut dire que globalement, il y a moins de cancer, enfin de mortalité par cancer. Et si on est sur la partie droite, il y en a plus. Donc globalement, en Martinique, en Guyane et en Guadeloupe, il y a moins de mortalité par cancer qu'en France hexagonale. Globalement pour tous les cancers. Cependant, si on décortique chaque cancer, on voit que pour le cancer de la prostate, il y en a beaucoup plus. Alors, je me souviens plus exactement de l'échelle, mais il me semble que c'est au moins 100%, c'est-à-dire plus du double. Donc, vous voyez, en Martinique, en Guyane et en Guadeloupe. Alors, en Guyane, je ne sais pas si en Guyane, ils ont utilisé le chlordécone. Non. Donc, ça doit être des causes. Je ne sais pas quelle est la cause. J'ai pas eu le temps vraiment de creuser cette question-là. Mais avec le mercure dû aux mines d'or. Oui, d'accord. Voilà, oui, en effet. Bon, alors si on considère ça, les facteurs génétiques comme étant la cause, on peut dire qu'il n'y aurait a priori pas forcément de différence entre la Martinique, la Guadeloupe et d'autres pays où les gens sont d'origine afro-subsaharienne. Donc, cancer de la prostate, beaucoup plus de mortalité sur les trois territoires. Par contre, le cancer du côlon et du rectum, il y en a beaucoup moins. Un autre cancer où la mortalité est plus importante est le cancer de l'estomac chez l'homme. Et un troisième cancer, le myélome. Chez la femme, cancer du sein a globalement un taux de mortalité réduit par rapport à l'hexagone. Par contre, le cancer de l'estomac, tout comme chez l'homme, il y a beaucoup plus de mortalité que sur l'hexagone. Également le cancer du myélome. Donc, la bonne nouvelle, c'est que globalement, la mortalité par cancer est inférieure à l'hexagone, mais pour certains cancers bien particuliers, incluant le cancer de la prostate, les taux de mortalité sont supérieurs dans les trois territoires. Voilà, ça c'est une partie de la conclusion. Alors je me souviens plus, c'était indiqué ici de quel document ces conclusions sont extraites, mais il y a environ
enfin, il y a 1583 nouveaux cas de cancer par an. Alors, je ne sais pas de quelle année exactement ce chiffre a été extrait. Donc, au niveau de toute localisation, tout organe confondu, dont 61% chez l'homme. Chez l'homme, le cancer le plus fréquent, responsable chaque année de plus de la moitié des nouveaux cas, est celui de la prostate. Des nouveaux cas. Donc, c'est pas, là, on parle pas de mortalité, c'est des nouveaux cas déclarés de cancer. Donc, 55%, ce qui est loin devant le cancer colorectal et de l'estomac. Chez la femme, le cancer le plus fréquent est le cancer du sein, malgré tout, même si la mortalité générale ainsi que l'incidence générale est diminuée par rapport à la France hexagonale. Mais quand même loin devant le cancer colorectal, de l'estomac et du corps de l'utérus. Il y a 729 décès par cancer par an, dont 56% chez l'homme. Donc, globalement, en effet, c'est une situation favorable par rapport à la France hexagonale. Il y a une sous-incidence de 15% chez les hommes, 34% chez les femmes, sous-mortalité de 18% chez les hommes et 8% chez les femmes. Un avertissement important, c'est que ces conclusions et les chiffres utilisés pour faire toutes ces analyses sont relativement faibles. Donc, dû au faible effectif, donc ça peut conduire à des conclusions qui sont pas forcément, qui peuvent éventuellement fluctuer si l'étude avait été concernait plus de patients. Donc, je me suis un petit peu concentrée sur le cancer de la prostate après la demande de Josiane. Et voici une table qui est extraite du rapport de l'Assemblée. Donc ici, sont montrés les taux standardisés d'incidence et de mortalité. Donc incidence, mortalité, avec leur intervalle de confiance à 95% par région de France hexagonale, et inclut la Guadeloupe, la Martinique et différentes régions de la France hexagonale, incluant la Corse. Et on voit immédiatement, donc la région Martinique est en surbrillance, là, en orange. Et là, il y a une bande grise qu'on voit pas très bien, mais qui indique la moyenne d'incidence et la moyenne de mortalité pour la France hexagonale. Donc, on voit que immédiatement que pour le cancer de la prostate, la Guadeloupe et la Martinique sont largement supérieures à toutes les régions hexagonales, incluses dans également la Guyane, là, incluses dans ce graphe. Donc, encore une fois, globalement, la mortalité par cancer est inférieure à ce qu'on observe en France hexagonale, mais il y a vraiment beaucoup plus de cas d'incidence. L'incidence et la mortalité pour le cancer de la prostate sont largement augmentées en Martinique et en Guadeloupe. Le cancer en Martinique, de fortes disparités pour certaines localisations cancéreuses, donc un excès d'incidence et de mortalité pour les cancers de la prostate, du col de l'utérus, de l'estomac et des myélomes multiples. Des incidences plus faibles, mais en augmentation pour le cancer du sein, colorectal et du poumon, qui sont peut-être liés aux différents facteurs de risque qui varient en fonction par exemple l'alimentation, l'exposition aux polluants environnementaux. Je reviendrai un petit peu sur ça dans quelques diapositives. Donc, les caractéristiques géographiques et socio-économiques de cette population majoritairement afro-caribéenne peuvent pour partie expliquer ces disparités. Mais il y a également d'autres facteurs. L'augmentation du tabagisme, en particulier chez les femmes. Alors, ce genre d'affirmation, je ne sais pas quelle période ça représente. Je ne sais pas si le tabagisme a augmenté plus récemment ici qu'en France hexagonale. Je suppose que non. Il y a toutes ces campagnes anti-tabac qui ont probablement aussi eu leur effet. Donc, il n'y a pas vraiment, c'est pas suffisamment détaillé pour savoir exactement à quoi ça correspond. Je ne sais pas si les jeunes femmes fument plus maintenant qu'il y a 30 ans, par exemple. Ça serait un petit peu à creuser. La modification des modes de vie et des habitudes alimentaires à l'origine d'un taux élevé d'obésité, qui est un facteur de risque de cancer, notamment colorectal. La pollution environnementale par les pesticides et particulièrement le chlordécone. Le rôle des agents infectieux oncogènes, comme le papillomavirus humain et ses génotypes oncogènes, qui circulent dans la Caraïbe pour le cancer du col de l'utérus.
Je ne sais pas si ces virus aussi circulent plus dans la Caraïbe qu'en France hexagonale. Pour le papillomavirus, je ne sais pas quel est le taux de vaccination des jeunes filles en France hexagonale. C'est quelque chose qui est recommandé, il y a pas mal de gens qui sont un petit peu opposés à cette vaccination. Je ne connais pas les pratiques en Martinique et en Guadeloupe pour la vaccination des jeunes femmes. Mais c'est quelque chose à considérer. Et Helicobacter pylori pour le cancer de l'estomac. Mais c'est aussi associé à une amélioration des procédures de diagnostic précoce individuel basées sur le dosage du PSA pour le cancer de la prostate. J'avais une dernière affirmation, là je me souviens plus de quoi il s'agissait. Est-ce que vous pourriez le lire, ce qui est tout au fond de la diapo? Vieillissement de la population, c'est un autre facteur. Je ne sais pas si c'était celui-là. Vous le voyez? Ah oui, d'accord. Très bien. Peut-être que je regarde là-bas alors. Ouais, c'est peut-être mieux là-bas. Donc, je vais maintenant passer à l'aspect environnemental et particulièrement le chlordécone. Tout d'abord, la prostate. Alors, qu'est-ce que la prostate? C'est une glande annexe du système génital qui est située au carrefour des voies urinaires et spermatiques. Son rôle est de sécréter le liquide prostatique qui constitue une partie du liquide séminal. Une grande majorité du liquide séminal est fabriqué par les vésicules séminales qui bordent la prostate, mais une petite partie, 10 à 30% de ce liquide est produit par la prostate. Ce qui est important sur ce schéma, on voit vraiment que c'est situé entre le circuit urinaire et le circuit spermatique. Donc le circuit urinaire, peut-être la diapo, ouais. Le circuit urinaire avec la vessie, donc la prostate est vraiment partagée en deux. Donc elle se situe là, elle a deux lobes et elle est traversée par l'urètre qui vient de la vessie pour la libération de l'urine. Et elle est placée également sur la voie spermatique, donc entre le testicule qui produit les spermatozoïdes avec le tube afférent et le relargage du liquide séminal et du liquide prostatique qui se mélange aux spermatozoïdes pour la qualité, les fonctions du sperme. Donc, il y a plusieurs structures voisines. C'est important d'avoir un petit peu en tête l'anatomie parce que le cancer de la prostate, c'est un cancer qui a beaucoup d'effets secondaires sur les voies urinaires qui sont pas vraiment en lien avec les fonctions prostatiques elles-mêmes, mais qui sont dues au fait que si la prostate est hypertrophiée, mais ça va bloquer, ça va réduire l'urètre, et c'est ça qui provoque des problèmes d'incontinence, par exemple. Et l'hypertrophie de la prostate, c'est non seulement lié au cancer, mais il y a aussi, avec l'âge, la prostate devient hypertrophiée et peut aussi conduire à des symptômes semblables. Donc, les structures voisines de la prostate comprennent les vésicules séminales qui sécrètent le liquide séminal, donc 70 à 80%, le canal déférent qui transporte les spermatozoïdes du testicule aux vésicules séminales, où il reçoit le liquide le liquide séminal et ensuite le liquide prostatique, et les faisceaux nerveux qui contrôlent la vessie et la fonction érectile. Au niveau cellulaire, c'est une glande qui est constituée, c'est un organe qui est constitué ou un tissu de cellules glandulaires, musculaires et fibreuses. Le contrôle des fonctions prostatiques, c'est important de le connaître parce que c'est le cancer ou l'action du chlordécone et son lien au cancer de la prostate est directement lié à la manière dont la prostate se développe, fonctionne et est régulée. Donc la prostate est régulée par un système hormonal complexe. Sa croissance, sa différenciation et sa fonction sont contrôlées principalement par les androgènes, qui sont des hormones libérées dans le corps par différents organes, en particulier par la testostérone et ses métabolites actifs.
Donc, les androgènes activent notamment la prolifération des cellules épithéliales prostatiques. Ce sont ces cellules épithéliales qui peuvent devenir cancéreuses. Mais la prostate est également sous le contrôle d'autres hormones, dont celles produites par l'hypophyse et par les glandes surrénales. Donc là, j'ai assemblé quelques diapositives pour un petit rappel de ce qu'est le système hormonal et les différentes composants du système hormonal qui sont affectés par le cancer de la prostate et qui sont aussi directement la cible de xénobiotiques comme le chlordécone. Donc, les glandes endocrines comprennent l'hypothalamus, l'hypophyse, la glande thyroïde, les parathyroïdes, le thymus, les glandes surrénales, le pancréas, l'ovaire chez la femme et les testicules chez l'homme. Et l'hypophyse, les glandes surrénales et les testicules sont les glandes qui sont les plus atteintes, qui entrent en jeu dans le cancer de la prostate et qui sont aussi atteintes par l'action du chlordécone. Donc, pour chaque glande endocrine libère une ou plusieurs hormones qui ont des fonctions différentes. Mais pour le cancer de la prostate, c'est pas forcément un cancer ciblé, mais il y a certaines hormones qui interviennent de façon plus importante dans le développement de la prostate elle-même et également dans le développement du cancer de la prostate. Par exemple, l'hormone lutéinisante et la FSH, folliculostimulante, qui sont des hormones hypophysaires. La prolactine, même si la prolactine, le rôle essentiel est de déclencher la production et la sécrétion de lait, la prolactine a été liée au cancer de la prostate parce que c'est une hormone qui favorise la division cellulaire et qui participe aussi à la perte de contrôle de la prolifération cellulaire dans le cancer de la prostate. L'insuline, qui est fabriquée par le pancréas, dont le rôle général est de diminuer le taux de glucose sanguin, mais l'insuline est directement liée au cancer de la prostate et également à d'autres cancers parce qu'elle alimente les cellules cancéreuses qui sont des cellules qui ont besoin d'énormément d'énergie. Et une tumeur qui grandit a aussi besoin de nouveaux vaisseaux sanguins, qui est aussi un processus qui demande de l'énergie, notamment une bonne régulation de glucose, insuline. Et ça relie aussi le fait que les patients diabétiques sont souvent plus susceptibles de développer des cancers, incluant le cancer de la prostate, que d'autres patients. Des hormones qui sont libérées par les glandes surrénales, comme la noradrénaline. Et évidemment, les hormones stéroïdiennes, en particulier la testostérone, dont le rôle principal est d'activer et de maintenir la spermatogénèse et qui est, pendant le développement, responsable de l'apparition des caractères sexuels secondaires masculins. Un petit rappel également sur la testostérone, ce qu'est la testostérone, les hormones androgènes, les androgènes d'une façon générale. Josiane a mentionné que le chlordécone se liait au HDL, qui est une forme de cholestérol. Or, le cholestérol est également à l'origine de la production de la testostérone. Donc, c'est un schéma qui représente les différentes étapes et les différents composants des voies de progestagène et des voies androgéniques. Donc, le cholestérol, et on a la testostérone ici, avec les différents pré-produits et sous-produits, incluant le stradiol. Donc, vous voyez, c'est toute une cascade de réactions et qui inclut différentes enzymes. Or, ce sont les gènes qui codent pour certaines de ces enzymes qui ont été associées à une plus grande susceptibilité génétique au cancer de la prostate et également à d'autres cancers. Mais par exemple, l'aromatase a été impliquée, des mutations dans le gène de l'aromatase ont été impliquées dans la survenue de certains cancers. Donc ça donne un petit peu à nouveau une idée, un rappel sur le lien qu'il existe entre le cholestérol, la testostérone, le stradiol, mais également la corticostérone, qui est aussi une autre voie hormonale et qui est également produite à partir de cholestérol,
mais qui est lié à la testostérone parce que la base est la même, la base cholestérolique. On voit que aussi ces composants endocrines sont produits par différents compartiments cellulaires, par les mitochondries ou par le réticulum endoplasmique. Donc ça, c'était pour les rappels. Maintenant, qu'est-ce que le cancer de la prostate au niveau cellulaire? Donc, dans plus de 90% des cas, le cancer de la prostate est un adénocarcinome résultant de la multiplication de cellules cancéreuses dérivées de l'épithélium glandulaire. L'épithélium glandulaire, c'est un type de cellules ou de compartiment cellulaire qui est le plus sujet à un développement du cancer. Une façon de déterminer le degré d'atteinte de la prostate, le degré d'atteinte des cellules glandulaires, est de déterminer le taux de glisone. Donc sur cette diapositive, j'espère que, je ne sais pas si vous voyez le texte, mais ça va d'un tissu normal, taux de glisone 1, à un tissu qui est complètement affecté, où les cellules ne se distinguent même plus. Il existe plusieurs états ou grades de sévérité. 1, 2, 3, 4, 5. Il me semble que on peut ajouter, je ne sais pas s'il y a un cancérologue parmi vous, souvent la prostate ne va pas être forcément uniformément au grade 4 par exemple. Il y a certaines parties, la partie à l'extérieur qui va peut-être être au grade 4 et la partie intérieure au grade 3. Donc le taux de glisone est calculé en additionnant les grades qui peuvent être observés au niveau de la prostate. En plus, le taux de glisone est déterminé par une biopsie. Et la biopsie est en général faite à plusieurs endroits. Il y a plusieurs prélèvements qui sont faits, mais en fonction du prélèvement, de l'endroit où le prélèvement est fait, le taux de glisone peut varier si on est à la périphérie ou au centre de la prostate. En plus, comme la prostate est à 2 lobes, le taux de glisone est différent d'un lobe à l'autre. Mais en gros, c'est un facteur, c'est un paramètre histologique qui donne une bonne indication du degré d'atteinte de la prostate par le cancer. Donc, c'est un cancer qui est une pathologie tumorale, hormonodépendante, qui, comme le développement de la glande prostatique, est influencé par les hormones stéroïdiennes. Quels sont les mécanismes biologiques du cancer connus du cancer de la prostate? Donc, la survenue et la progression du cancer de la prostate sont liées aux voies moléculaires qui contrôlent la croissance des cellules et leur potentiel de division, de fonction et de survie. Donc, c'est une réactivation, en quelque sorte, de processus qui sont mis en place lors du développement de la prostate et lors de son maintien. C'est une perte de contrôle de mécanismes moléculaires et cellulaires qui ont normalement lieu. Ces voies impliquent l'activation des récepteurs aux androgènes et l'activation est intimement liée à la concentration locale d'androgènes et donc au métabolisme des cellules, notamment à leur conversion en œstrogène par l'aromatase ou la CYP19. Vous vous souvenez de ce schéma, ces différentes étapes qui mènent du cholestérol à la testostérone, aux différents métabolismes, dérivés métaboliques de la testostérone, et tout ceci compose le cocktail androgénique qui contrôle les fonctions de la prostate et qui sont altérées par exposition à la chlordécone. Donc, le développement du cancer est favorisé par l'accumulation d'altérations génétiques et épigénétiques dans les cellules de la prostate. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être utile de faire un petit rappel également sur ce qu'est la génétique et ce qu'est l'épigénétique. Donc, on entend par génétique le code génétique, c'est-à-dire la succession de paires de bases qui sont présentes dans l'ADN, qui forment la chromatine des chromosomes. Donc, si on prend une cellule somatique du corps, donc chaque cellule a un cytoplasme et un noyau, et le noyau contient les chromosomes, donc 23 paires de chromosomes. Et chaque chromosome, si on le déroule, est composé d'ADN. Donc l'ADN, là, on le voit nu, donc c'est une hélice, c'est un double brin qui forme un code. Mais en réalité, l'ADN n'est pas nu, il est enroulé autour de protéines qui s'appellent les protéines histones,
de façon à être compacté ou décompacté pour réguler son activité. Avec un peu de chance, je pourrais montrer une vidéo d'ici quelques minutes où tout ceci est expliqué. Donc, ce qui est important de retenir au sujet du génome, donc le génome, c'est l'ensemble du filament d'ADN, qui est extrêmement long, qui fait, bon, les estimations peuvent varier, mais où il y a des milliards de paires de bases. Et alors que, donc on parle du génome, mais dans le génome, seule une toute petite fraction de 1 à 5% de cette longue chaîne d'acides désoxyribonucléiques, seul 1 à 5% constituent les gènes. Le reste du génome sont des séquences qui codent qui ont un code, qui sont c'est pas des séquences complètement aléatoires, mais qui ne sont pas considérées comme des gènes codants. Ces gènes ne vont pas conduire à la fabrication de protéines. Donc le génome, c'est 1 à 5% de parties codantes, donc de parties qui sont lues, transcrites en ARN et traduites en protéines. Et le reste, les 95% autres, sont parfois ce qu'on entend, qu'on l'on nomme parfois l'ADN poubelle, qui est complètement faux. C'est pas du tout de l'ADN poubelle, c'est simplement une partie d'ADN qui n'est pas transformée en protéines. On découvre de plus en plus chaque jour les fonctions de cet ADN qui est non codant, mais ce sont des fonctions qui sont extrêmement importantes et qui, en fait, donnent lieu à la régulation épigénétique. Bon, j'avais une petite animation, oui, c'est juste pour indiquer les différentes paires de bases, donc le code que ces paires de bases constituent, donc le code génétique, qui est variable d'un être humain à l'autre, qui est globalement, ça fonctionne par triplet, donc on peut avoir une certaine variabilité des triplets sans pour autant que la protéine issue de ces triplets soit altérée, et la situation peut changer lorsque ces triplets sont modifiés de façon importante. Si la première base, par exemple, est modifiée, et l'acide aminé qui est fabriqué est alors différent. Donc à ce moment-là, ça peut être des mutations qui ont des conséquences sur les protéines fabriquées. Alors c'est le moment de jouer la petite vidéo, juste pour expliquer vraiment de façon précise la notion d'ADN, d'ARN et de protéines. En plus, c'est un petit peu aussi, ça tombe à point avec le SARS-CoV-2, parce que vous avez probablement entendu que SARS-CoV-2, c'est un des rares virus, enfin un des virus à ARN, donc c'est un virus qui n'a pas d'ADN, qui fonctionne avec l'ARN. Et les vaccins, deux des vaccins qui ont été fabriqués par Moderna et Pfizer-BioNTech sont des vaccins à ARNM. Donc là, je vais vous expliquer exactement ce qu'est l'ARNM. L'ARNM, c'est un type d'ARN parmi plein d'autres formes d'ARN, mais c'est un ARN qui est codant. Normalement, l'ARN messager est un ARN qui est utilisé pour fabriquer des protéines. L'ARN messager est transcrit à partir des gènes, donc de ce petit pourcentage de 1 à 5% du génome qui est considéré comme codant, qui a les gènes qu'on connaît, qui codent pour une telle protéine, pour l'aromatase, pour des enzymes diverses et variées et pour tous les composants qui constituent les cellules et le corps. Le reste du génome, donc les 95% autres, une grande partie est également transcrite en ARN, mais ce n'est pas un ARN messager, c'est un ARN non codant. Il ne code pas pour une protéine, mais il code quand même pour un message. Et ces ARN non codants font partie de la régulation épigénétique. Ils peuvent être très petits, taille moyenne ou très longs, et ils ont des fonctions extrêmement diversifiées. Ils peuvent agir dans le noyau, dans le cytoplasme, se lier à l'ADN pour réguler l'ADN. Donc c'est tout un monde, l'ARN non codant est tout un univers qu'on découvre petit à petit. Encore, il y a très peu de connaissances qui ont été accumulées, mais on commence un petit peu à comprendre à quoi ça sert. Et ce qui est important de savoir, c'est que tous ces ARN non codants interagissent les uns avec les autres. Les petits peuvent se lier aux grands, les petits liés aux grands peuvent se lier à l'ADN. Donc c'est vraiment d'une complexité extrême. Donc on va rentrer dans une cellule
pour voir, donc ça c'est l'extérieur de la cellule. Bon, c'est schématisé, une cellule est rarement ronde comme ceci. Donc on va rentrer, on voit les organelles, donc le réticulum endoplasmique, des mitochondries, on va rentrer dans le noyau. Dans le noyau qui comporte les chromosomes. Chromosome qui est constitué de chromatine, que l'on va voir se dérouler en ADN. Donc voilà un chromosome. La vidéo est un petit peu lente, donc c'est bien parce que j'ai le temps de commenter. Donc voilà l'ADN. Vous voyez que l'ADN n'est pas nu, il est associé à des protéines. Ce sont ça les protéines histones. C'est comme un collier de perles. Et le collier de perles, il peut être détendu et retendu. Si on a besoin de lire l'ADN, le collier de perles est détendu, la chromatine est ouverte. Et si on n'a pas besoin de l'ADN dans une cellule qui est silencieuse, par exemple, ou à un endroit, en fait, il y a certains endroits du génome qui vont être ouverts et d'autres endroits qui vont être fermés. Donc là, on voit l'ADN qui est complètement ouvert, où il n'y a pas de protéines histones, parce que les protéines histones peuvent glisser aussi le long de l'ADN lorsqu'on a besoin d'ouvrir la structure, d'ouvrir la séquence pour pouvoir la lire. Parce que c'est ça le but, c'est d'ouvrir lorsqu'on a besoin d'une protéine particulière. Le gène qui code pour cette protéine, admettons que le gène soit présent là. Donc ce gène a besoin d'être rendu accessible aux protéines qui vont lire. Donc vous avez vu le début de ce complexe protéique qui va venir reconnaître cette partie spécifique du gène, va se lier, et il y a tout un processus qui va être déclenché pour copier, c'est l'ARN polymérase. Donc, elle va fabriquer de l'ARN. Donc, elle ouvre l'ADN et avec ces nucléotides qui sont mis à disposition, l'ADN va être copié. Alors, quel est l'avantage? Pourquoi on fait ça? Parce que l'ADN, c'est le code génétique. C'est extrêmement précieux. C'est situé dans le noyau de la cellule. On veut pas qu'il sorte. On veut qu'il reste là, dans le noyau de la cellule, et qu'il soit à disposition pour fabriquer l'ARN au fur et à mesure dont on a besoin. Donc, on fabrique l'ARN qui est la copie conforme, à part une base qui varie, mais c'est la copie conforme. Et une fois que l'ARN est fabriqué dans le noyau, il peut sortir du noyau pour être utilisé pour fabriquer des protéines. Donc c'est un système ingénieux qui permet de préserver le code génétique, le bagage génétique dans le noyau des cellules et fabriquer l'ARN qui est la partie codante, donc qui est la copie conforme de l'ADN, qui contient tous les messages pour fabriquer des protéines. Et vous voyez que chaque paire de bases est mise à la suite, au bout à bout, pour former un ARN qui peut être messager ou un ARN codant qui comporte l'information du gène ou de la partie entre les gènes dont on a besoin. Donc voilà l'ARN messager qui est fabriqué. Bon, c'est une version brute. Donc ensuite, on a besoin de l'améliorer un tout petit peu, couper des morceaux, les recoller de façon à avoir parce que un gène n'est pas en une seule copie, il est interrompu par des séquences intergéniques et ce processus d'épice qu'on appelle l'épissage, ça permet d'éliminer toutes les séquences qui sont pas nécessaires et de conserver que les séquences qui sont nécessaires pour coder la protéine. Donc voilà l'ARN messager qui est fini, qui est mature. Il va sortir du noyau pour se trouver dans le cytoplasme. Et là, dans le cytoplasme, il va être à nouveau reconnu par toute une machinerie extrêmement complexe de ribosomes qui vont lire cet ARN messager, lire le message qu'il contient, afin de fabriquer une protéine. Alors le message est divisé en par triplet. Chaque triplet de paire de bases va être reconnu par ce qu'on appelle un ARN-T, un ARN de transfert. C'est un ARN non codant, donc c'est typiquement un ARN qui est fabriqué à partir de l'ADN, qui va pas donner protéine lui-même, mais qui va être utilisé pour transférer chaque acide aminé sur la partie qui est en train de fabriquer la protéine. Donc ce triplet là, c'est extrêmement important, c'est le code, c'est la clé qui va permettre de dire on veut tel acide aminé et pas un autre. Donc ce triplet, ce code est lu, l'acide aminé, l'ARN de transfert qui contient l'acide aminé qui correspond exactement à ce code. Il y a 20 acides aminés différents. Il y a plus de 20 combinaisons de triplets parce que il y a des variations dans ces triplets. Donc chaque acide aminé, en fonction du code qui est déduit de la séquence ARN, va être recruté
pour apporter l'acide aminé qui va, chaque acide aminé va être collé les uns aux autres pour fabriquer la protéine. Et c'est ce que vous voyez là. Donc, les ARN de transfert sont ajoutés les uns après les autres. Chaque acide aminé va se coller au précédent de façon à fabriquer la protéine. Et la protéine va ensuite sortir de la cellule. Donc, ça, c'est le travail des ARN messagers. Et pour revenir au vaccin du SARS-CoV-2, donc ce qui est injecté aux gens, c'est une partie de cet ARN messager qui code pour la protéine spicule. C'est une protéine qui est à la surface des virus, qui est la protéine qui est reconnue par des récepteurs qui sont présents sur les cellules de notre corps et en particulier les cellules pulmonaires. Donc c'est un vaccin qui est direct parce qu'on utilise directement la séquence ARNM. En plus, ils utilisent, il y a deux entreprises là que j'ai mentionnées, ils utilisent un ARNM qui est un tout petit peu différent, qui est manipulé de façon à être plus stable et fabriquer une protéine spicule qui soit de meilleure qualité, qui soit mieux reconnue par les anticorps de l'organisme. Donc voilà la protéine finale. Donc ça c'est pour les ARN messagers. Donc comme je l'ai dit, il y a tout le reste du génome qui est aussi transcrit en ARN, qui sont pas traduits en protéines, mais qui sont extrêmement utiles à la cellule et qui font partie des mécanismes de régulation épigénétique, notamment certains. Je suppose, c'est pas connu, ça n'a pas encore été étudié. Certains sont modifiés par le chlordécone. Donc, on peut revenir à la présentation PowerPoint. Merci beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur la petite vidéo? Tout est clair? Oui. Donc voilà, pardon. Quand on parle du génome, on ne peut pas parler du génome sans parler de l'épigénome. Parce que l'épigénome, c'est tout un ensemble de facteurs incluant les ARN non codants, qui permettent de réguler le génome. Donc, vous avez vu qu'on a besoin d'ouvrir le génome, de le fermer, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, que le génome fait. Il se replie sur lui-même. Il y a certaines parties qui peuvent être coupées, qui peuvent sauter à travers, qui peuvent être coupées et placées ailleurs. Le génome peut se recombiner. Donc, tout ça, ce sont des mécanismes qui sont régulés en grande partie par des facteurs épigénétiques. Et les facteurs épigénétiques, donc là vous avez un schéma d'une cellule avec le noyau, le chromosome, les chromosomes, la chromatine et les facteurs épigénétiques principaux. Les plus importants, on pense les plus importants, mais ceux qui ont été le plus étudiés, parce qu'il y a des méthodologies qui ont été mises au point pour les quantifier, pour les analyser, pour les identifier, pour les quantifier dans différents types de cellules. Donc l'ADN peut être méthylé, donc c'est un résidu méthyle qui se lie directement sur la séquence de l'ADN, mais les protéines histones dont je vous ai parlé peuvent également être modifiées. Et là, c'est un code de protéines histones, parce qu'il y a une multitude de modifications qui peuvent être ajoutées sur les protéines histones et qui ont presque quasiment la capacité du code génétique, c'est-à-dire qu'en fonction du code d'histone, en fonction de ces petites modifications combinées à la méthylation de l'ADN, on pourra dire si tel gène est actif ou pas. Et en plus de la méthylation de l'ADN et une modification des histones qui sont directement sur le génome, il y a toute une famille d'ARN non codants dont je vous ai parlé, qui sont présents dans le cytoplasme, mais également dans le noyau et qui peuvent modifier le génome. Donc, quand on dit qu'un facteur environnemental a un effet sur la santé ou sur la fonction des cellules, c'est de ça dont on parle. Un facteur environnemental, que ce soit l'alimentation, un xénobiotique, le stress, la pollution, ne va pas altérer la séquence. Bien sûr, il y a la séquence de l'ADN, bien sûr, il y a des facteurs comme les UV, les carcinogènes, vont provoquer des mutations ponctuelles ou des réarrangements de l'ADN. Mais la majorité des facteurs environnementaux, par exemple l'alimentation, ce que vous mangez ne va pas casser l'ADN, ne va pas modifier la séquence de l'ADN, mais ce que l'alimentation va faire, va modifier ces facteurs épigénétiques. La méthylation de l'ADN, les modifications des histones et les populations d'ARN non codants. Donc, quel ARN non codant est fabriqué, en quelle quantité et à quel moment. Donc, c'est cet ensemble de facteurs épigénétiques qui sont influencés par l'environnement. Et c'est ça, ça veut dire quand on dit que l'environnement influence l'organisme ou influence les cellules, c'est par le biais des facteurs épigénétiques. Donc, l'environnement,
l'alimentation, si une alimentation est riche en donneurs de méthylation, ces donneurs vont méthyler l'ADN, ce qui va conduire à une modification épigénétique, modification de l'activité du génome. Et si il s'avère que la partie qui va être plus méthylée correspond à un gène particulier, un gène qui va protéger normalement contre le cancer, ou un gène qui va participer à la prolifération des cellules, ce gène va être inactivé par méthylation et ça peut conduire à un cancer. La majorité des cancers sont d'origine épigénétique et sont liés à des modifications de la méthylation de l'ADN qui est influencée par l'alimentation, par le stress et par d'autres facteurs. Donc voilà pour l'explication. D'accord. Donc, quels sont les gènes actifs dans les cellules de la prostate? Je me dépêche alors. Je vais passer ça alors. Je vais peut-être passer directement aux études Karuprostat. Là, je rappelais un tout petit peu ce qu'a dit Josiane déjà sur le mode d'action du chlordécone. Donc, le chlordécone agit sur les récepteurs des œstrogènes et il agit de façon différente sur différents récepteurs. Il active les récepteurs alpha, mais il inhibe les récepteurs bêta. Et c'est cet équilibre, cette balance d'activation et d'inhibition de ces deux types de récepteurs qui ont deux fonctions complètement différentes. Les récepteurs alpha favorisent la prolifération cellulaire, l'inflammation, la congénicité, alors que l'activation des récepteurs bêta a des effets opposés d'antiprolifération. Mais comme on active alpha et qu'on bloque bêta, normalement empêche la prolifération, les processus inflammatoires et le développement carcinogène, mais comme c'est bloqué, ces récepteurs sont bloqués par le chlordécone, c'est un effet amplifié par le biais des récepteurs alpha et bêta. Bon, ça c'était une petite vidéo juste pour vous montrer schématiquement à quoi ça correspond. Donc le stradiol normalement rentre dans la cellule et active. C'est vraiment le lien entre les androgènes et l'ADN dont je viens de vous parler. Donc les androgènes ou bêta-œstradiol par exemple va se lier à son récepteur, va entrer dans la cellule, va se lier à un élément, enfin aux récepteurs nucléaires, qui sont des récepteurs qui ont la capacité de migrer de la surface de la cellule au noyau. Et ces récepteurs nucléaires vont se lier directement à l'ADN sur certains gènes particuliers. Il y a certains gènes qui ont des séquences qui sont spécifiques, qui vont se lier directement à ces récepteurs endogènes. Donc, vous voyez, de l'extérieur, on peut agir directement sur l'ADN. Et ce que fait le chlordécone, ainsi que d'autres perturbateurs endocriniens, et ils vont perturber cette réaction. C'est-à-dire ça, c'est le perturbateur endocrinien, va rentrer dans la cellule et va empêcher le stradiol naturel d'agir, c'est-à-dire qu'il va prendre sa place. Et à ce moment-là, une fois qu'il a pris sa place, tout ceci va plus fonctionner normalement. Il va y avoir une dérégulation. Les gènes vont être actifs quand ils devraient être silencieux, ou ils vont être silencieux quand ils devraient être actifs. Donc c'est par ce mécanisme direct entre l'extérieur et le gène lui-même, les gènes lui-même, que un composé comme le chlordécone fonctionne. Je vais passer les facteurs de risque et je vais directement aller au plan chlordécone. Donc, ma lecture de tous ces documents m'a indiqué qu'il y avait 3 plans de chlordécone, donc le plan de chlordécone était divisé en trois parties. Peut-être que le représentant de l'ARS en saura beaucoup plus que moi, mais j'ai identifié ce rapport du 3e plan qui a été publié récemment en février l'année dernière et qui donne des indications vraiment intéressantes sur le résultat des études qui ont été faites jusqu'ici. Alors, il y a l'étude Karuprostat, la première étude, qui a été publiée en 2010, qui est une étude qui a été menée en Guadeloupe de 2004 à 2007, où le chlordécone a été dosé dans le sang de 623 cas cancer et 671 témoins, afin d'estimer la quantité d'exposition du composé.
il y a une analyse du PSA, du taux de PSA et du score Gleason qui a été fait chez les patients, ainsi qu'un séquençage, j'imagine, pour déterminer la présence d'allèles variants d'un gène en particulier, le gène codant pour la chlordécone réductase dont Josiane vous a parlé. Il y a certains variants, donc des mutations, là on parle vraiment de mutations sur ces gènes, qui donnent lieu à une protéine, à une enzyme qui a une activité plus faible, et qui conduit donc à une élimination plus lente du chlordécone de l'organisme. Donc même pour un taux d'exposition identique, les gens qui ont ces variants vont éliminer le chlordécone beaucoup moins vite que les autres, donc ils sont fatalement exposés plus longtemps ou à des quantités plus importantes. Et le résultat, les résultats de ces études sont intéressants, mais il y avait quelques biais expérimentaux dans la cohorte qui était établie. Donc c'est un travail qui a vraiment été très bien fait, je pense, mais simplement dans les cas, je pense que c'est difficile de réunir ces cohortes et d'avoir des cohortes homogènes. Donc les cohortes, donc là on a 623 personnes qui ont développé hommes qui ont développé un cancer de la prostate et 671 témoins. Vous avez différentes caractéristiques. Leur âge, leur origine, etc., et leur état de santé. Donc, on voit déjà que au niveau de l'âge, il y a une différence significative. C'est-à-dire que la cohorte de patients avec le cancer est plus âgée, de 6 ans. Donc, forcément, si la cohorte de cancer est plus âgée, forcément, la probabilité d'avoir un cancer est plus importante. Sachant que c'est 77 ans, l'âge moyen de développement d'un cancer de la prostate sur la population mondiale. Donc peut-être un biais possible du fait de la différence significative d'âge entre les personnes ayant un cancer et les témoins. Un autre biais est l'origine de ces personnes. Alors que 96,5% étaient d'origine caribéenne, le pourcentage n'était que de 91%. Ça peut paraître faible, mais c'est significatif. Donc, c'est également un autre facteur qui pourrait expliquer la différence le fait que ces personnes-là aient développé un cancer après exposition. D'autres différences importantes est liée à la santé. La plupart, une plus grande proportion de personnes ayant développé le cancer de la prostate sont en surpoids et ont un diabète. Vous voyez ici tous ces indices statistiques qui sont inférieurs à 0,01 indiquent qu'il y a une différence générale entre ces deux cohortes. Donc, surpoids, diabète, et puis des antécédents familiaux plus importants chez les personnes qui ont développé le cancer. Donc, malgré la qualité de l'étude, c'est des biais qu'on ne peut pas éliminer. Alors, les résultats ont montré que si on mesure la concentration plasmatique en chlordécone, il y a une plus grande proportion de personnes qui ont développé le cancer qui avaient un taux plus élevé, parmi les taux les plus élevés. Donc, c'est ce que ce tableau dit, donc c'est ce qu'on attend. On s'attend à ce que plus de témoins, c'est-à-dire de personnes qui n'ont pas développé de cancer aient un taux faible, et plus de personnes qui ont développé le cancer de la prostate aient un taux élevé. Là, c'est un petit peu le même genre d'information. C'est l'indice cumulé d'exposition, donc la quantité par le nombre d'années. Et on voit qu'il y a une plus grande proportion de personnes n'ayant pas développé de cancer qui ont été exposées à des taux faibles pendant un nombre d'années pas très important. Par contre, les plus forts taux pendant les plus longues durées, il y a un plus grand nombre de personnes qui ont développé le cancer de la prostate. Oui. Alors, donc là, les conclusions, donc vont m'aider un petit peu. Les conclusions générales, alors ce sont des rapports qui sont vraiment très longs. Je vous invite à les lire si vous voulez plus de détails. Mais ce que moi j'ai retenu, c'est que Carioprostate 1 était une étude bien menée, mais qui n'a pas malgré tout pas permis de gagner de nouvelles connaissances, car à cause des biais expérimentaux. Une des conclusions de l'expertise collective de l'INSERM pesticides effets sur la santé est qu'il estime malgré tout comme forte la présomption d'un lien entre l'exposition au chlordécone et la survenue du cancer de la prostate. Donc, comme vous le savez probablement tous, il y a l'étude de faisabilité MADI-Prostate effectuée en Martinique, mais qui n'a pas abouti pour des problèmes de méthodologie,
et différentes raisons. En tout cas, il y a une demande de modification du classement du chlordécone de la catégorie 2B, qui est un cancérogène possible, classé en 1979 à 2A, cancérogène probable, comme par exemple le glyphosate qui était fait auprès du CICR. Donc, je ne sais pas quel est l'état d'avancement de cette demande, quelles ont été les discussions autour de ça. Une autre étude récente, c'est une étude qui a été publiée, je crois, alors c'est là, je crois que c'est en 2020, qui est une étude pas directement liée au cancer de la prostate, c'est mortalité par cancer d'une façon générale. C'est une étude intéressante parce que elle inclut 11 112 personnes. C'est des cohortes de travailleurs des plantations de bananes qui ont travaillé entre 73 et 93, donc pendant la période d'utilisation du chlordécone, et qui ont été suivis de 2000 à 2015. Donc c'est une longue période. 77% d'hommes, mais il y a également quelques femmes. Et la comparaison de la mortalité par cause spécifique à celle de la population générale des Antilles françaises a été faite. Et le résultat est que la mortalité toutes causes confondues, donc cancer et autres, est faiblement réduite chez les hommes, mais pas chez les femmes. Donc ça correspond à ce que j'avais présenté avant. Ça concernait que le cancer, mais globalement, la mortalité est plus faible en Martinique et en Guadeloupe par rapport à la France hexagonale. Mais que la mortalité due à tous les cancers est similaire à la population générale, mais qu'il y a plus de décès pour le cancer de l'estomac chez les femmes, et le cancer du pancréas chez les femmes propriétaires d'une exploitation agricole. La mortalité due au cancer de la prostate chez les ouvriers est similaire à la population générale. Donc, ça complémente un tout petit peu les études au préalable. C'est une étude qui est plus large. Alors, à prendre aussi avec, là, j'ai pas vraiment détaillé exactement les différentes caractéristiques des cohortes. Ce qui est intéressant, c'est vraiment la taille de la cohorte. Les limites, cependant, est que l'étude de la mortalité par cause spécifique était limitée aux travailleurs encore en vie en 2000. En l'an 2000. Donc, les causes de décès entre 81 et 2000 n'ont pas été intégrées, mais sont en cours d'intégration. Donc, ça sera intéressant de voir si ça change les résultats. Il y a d'autres études en cours menées par l'Institut de recherche en santé, environnement et travail, l'INSERM à Rennes. Je crois que M. Luc Montigné est justement dans cette unité. Donc, il y a une nouvelle étude cohorte KP Caraïbes qui est en cours de mise en place, qui est un suivi au cours du temps des cas de cancer de la prostate avec l'objectif de caractériser les déterminants environnementaux, cliniques, génétiques, donc à beaucoup plus large spectre en termes de facteurs de risque et aussi plus large spectre en termes de symptômes, également des complications liées aux fonctions de la prostate. Alors j'ai identifié ce site web, cette action militante et artistique. Alors j'ai trouvé ça intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est basé sur des photos avec des petits descriptifs qui donnent vraiment une bonne idée de l'approche de la population au problème du chlordécone avec de très belles photos. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et ces affiches qui sont un petit peu présentes partout en Martinique, que je trouve intéressant. Bon, il y en a plusieurs. Celle-ci donne un message assez fort. En tout cas, ça indique qu'il y a une prise de conscience, non seulement par des organismes comme l'AMSES, mais aussi une prise de conscience par les personnes qui produisent les bananes également. Bon, ça fait bien longtemps que le chlordécone n'est plus utilisé, mais malgré tout, non seulement c'est une chose d'arrêter d'utiliser le chlordécone par décret, mais c'est aussi une autre chose que les bananeraies ou les personnes, les exploitants agricoles soient conscients du problème. Et on a visité le musée de la banane où ils indiquent, ils donnent quelques solutions qui sont utilisées pour se débarrasser des charançons. Donc les pièges à charançons et puis différents. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces mesures qui sont prises, si c'est efficace. Mais bon, voilà, il faut quand même aborder le problème de façon pragmatique. En espérant que la santé, qu'au cours du temps, malgré les limitations et le fait que le chlordécone soit vraiment persistant dans l'environnement, qu'au cours du temps, c'est un problème qui va disparaître petit à petit et que de nouveaux problèmes ne vont pas apparaître. Voilà, j'espère que ça aura été utile. Merci.